que vous allez bien. Bonne année 2024. J'espère que l'année a bien commencé de votre côté. Du coup, nous allons reprendre notre rythme de vidéo et aujourd'hui, nous allons parler de la recherche d'alternance en France. Je suis accompagnée de deux invités et je vais les laisser se présenter. Alors moi c'est Adam Messan Daniel et je suis actuellement étudiant en master spécialisé à l'ENSAI en data science pour la connaissance client et je suis en contrat de professionnalisation. Et moi, c'est Diakité Gaoussou. Comme lui, je suis actuellement étudiant en data science avec une spécialisation en connaissance client et je suis également en alternance contrat de professionnalisation. Du coup, je vais laisser la parole à Daniel. Peux-tu nous parler de ton parcours académique depuis le bac? Alors pour le parcours académique, je dirais moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où après mon bac au Togo, j'ai quitté le pays pour aller au Sénégal où j'ai fait une licence en mathématiques appliquées et économétrie. Et en parallèle, j'ai fait une double licence en informatique pure. Donc, à la fin des 3 ans, je suis sorti avec 2 licences, une en mathématiques appliquées économétriques et une autre en informatique. Et après cela, j'ai décidé de me spécialiser, de m'orienter vers la statistique et l'économétrie à l'université de Strasbourg où j'ai fait ces 2 années. Et donc, à la fin de ces 2 années, j'ai voulu combiner une fois encore ma licence informatique avec le parcours mathématique et statistique. Donc là, je me suis orienté en master spécialisé, typiquement un parcours de niveau Bac+6 en data science pour la connaissance client, ce que je fais actuellement à l'ENSAI. Waouh. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix pour le Sénégal puis pour la France dans un second temps? Alors pour le Sénégal déjà, après le bac, j'étais censé m'orienter vers la médecine, mais j'ai trouvé que c'était un domaine qui n'était pas vraiment fait pour moi, d'autant genre la personnalité des étudiants, ça ne matchait pas avec ce que j'étais. Et donc j'ai décidé de m'orienter vers un truc qui était beaucoup plus mathématique. Et typiquement le Sénégal, pourquoi le Sénégal? C'est déjà parce que j'avais la possibilité d'avoir une bourse. Donc je suis allé vers l'Institut supérieur de management de Dakar, Ok. grâce à la bourse totale que j'ai eue. Et j'ai commencé la licence en mathématiques appliquées là-bas. Et au cours de ce programme, il y avait la possibilité de faire la double diplomation avec l'Institut national universitaire de Champollion en France et de faire une licence en informatique. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Ok. Et j'ai fait les 2 licences. Du coup, c'était une bourse de l'État sénégalais ou de C'était l'État? plus une bourse de l'université en question, de Ah, ok. l'université ISR. Et tout le monde a le droit de postuler, peu importe d'où il vient en Afrique. Oui, oui. Généralement, ils sont très flexibles dessus. C'est juste sur condition d'excellence du travail, avoir une mention assez bien Ok. et très bien au bac. Sinon, c'est ouvert à tout le monde. Et ça concerne des séries spécifiques. Alors, pour l'ISM, typiquement, l'école il est beaucoup plus spécialisée en management, Ok. mais il y a, dans mes souvenirs, 4 bâtiments. Un bâtiment de management, Ok. un bâtiment un peu plus dans le digital, l'informatique et les mathématiques. Il y a un bâtiment beaucoup plus vers les sciences politiques et il y a un bâtiment qui est vraiment beaucoup plus spécialisé dans le droit, pardon. Et donc, Ok. typiquement, il y a matière à faire quelque chose ou à trouver un domaine qui te convient. Ok. Et les informations sont disponibles sur un site internet pour Oui, postuler. typiquement, ils répondent généralement très vite. Vous n'avez juste qu'à aller sur le site ISM Dakar et vous remplissez le formulaire et vous avez accès à toutes les informations. La plupart du temps, même, il arrive qu'ils vous contactent histoire de discuter avec vous pour vous connaître et voir vos motivations à les rejoindre. Ok. Du coup, on mettra les liens en barre d'infos. Du coup, je vais passer la parole à Gaoussou. Peux-tu nous parler de ton parcours académique depuis le bac? Alors moi, j'ai fait mon bac au Mali. Du coup, j'ai un baccalauréat malien en sciences et technologies de la gestion. Après mon bac, j'ai commencé le parcours Campus France. Du coup, voilà, j'ai postulé pour pouvoir venir continuer mes études ici en France. Du coup, j'ai été accepté à l'UPEC, l'Université Paris 12 Créteil, en licence économie et gestion. Du coup, en L3, quand j'ai découvert le métier de data science, du coup, on m'a intégré à un parcours plus. On était 8 personnes en économie et traitement de l'information. Et après cette licence, du coup, j'ai directement candidaté à la Sorbonne et en master data science, plutôt en master 1 économétrie statistique
Après master MOSEF, modélisation statistique et économique. Du coup, j'ai fait un master un peu data science finance à la Sorbonne. Et là, actuellement, je suis à ma 6e année après le bac, du coup, un master spécialisé data science. Ok, félicitations. Et du coup, durant vos parcours, vous avez certainement eu à faire des stages et des alternances. Je vais rester sur Gaoussou. Comment tu as fait pour trouver ces différents stages? Quels sont les sites qui t'ont aidé et comment tu as procédé? Alors, comment j'ai procédé? Du coup, voilà, comme vous le savez tous, en tant qu'étudiant étranger, c'est un peu dur d'avoir un premier job ici en France. Mais bon, il faut juste rester motivé. Pour mon premier stage, je n'ai pas envie d'en parler parce que ce n'était pas une expérience de ouf. Mais deuxième stage, j'ai postulé en ligne. Et après avoir postulé, j'avais un ami, plutôt une connaissance qui était dans le même master que moi. Du coup, voilà, lui, il travaillait déjà directement là-bas. Je lui ai dit que j'ai candidaté dans sa direction, s'il peut pousser un peu ma candidature. Et après, j'ai été contacté par l'entreprise et j'ai passé des différents entretiens. C'est comme ça que j'ai eu mon premier stage. Et pour l'alternance, pareil, j'ai vu la publication sur LinkedIn. Du coup, j'ai postulé en ligne et après, j'ai contacté directement la personne qui avait publié l'offre sur LinkedIn. Je l'ai contacté en privé. Et Sur ensuite, LinkedIn. sur LinkedIn. Du coup, tu ne la connaissais pas avant? Non, je ne la connaissais pas. Du coup, la personne m'a envoyé en fait l'adresse mail de ma tutrice. Du coup, j'ai écrit ma tutrice. Après, j'ai passé aussi différents entretiens. Et entre-temps, quel site tu conseillerais pour pour postuler? Et quelle est la démarche que tu recommanderais? Alors, Indeed, on dit, je pense. Oui, le site Indeed, en fait, ça, là-bas, il faut créer des alertes, en fait, des alertes des missions que tu cibles ou des postes que tu cibles. Ensuite, sur LinkedIn aussi, il faut regarder, il y a pas mal d'offres. Et concernant des candidatures en ligne, je sais qu'en fait, c'est bien, c'est la démarche qui est tout à fait normale pour tout le monde, mais moi, je pense qu'en fait, je me pose toujours la question, le nombre de candidatures que les recruteurs reçoivent, c'est énorme. Donc, il y a peu de chances, en fait, qu'ils tombent sur votre CV et à se poser la question comme quoi aussi, comment ils font les tri. Donc, ça ne veut pas dire même quand on te refuse pour une offre qui était mauvaise ou pas, c'est juste, ça dépend, en fait, ils reçoivent beaucoup de candidatures et c'est vraiment dur, en fait, de trier ou de te repérer parmi tant d'autres personnes. Et du coup, voilà, cherchez à vous faire des réseaux, des relations. Et à chaque fois quand vous candidatez pour un poste, allez sur LinkedIn, cherchez des mots-clés du poste, surtout l'équipe, la direction, le pôle, les missions. Essayez de repérer une ou deux personnes sur LinkedIn et essayez d'être en contact avec la personne en écrivant, tu te présentes, tu envoies ton CV, voilà, tu montres que tu es motivé pour le poste. Et moi, je ne sais pas pour les autres, mais dans la plupart des cas, pour moi, ça marche. Ok. Voilà. Et toi, Daniel? Alors, pour moi, je pense déjà, Gaoussou, il a balayé l'essentiel du sujet dans le sens où c'est vraiment difficile à date de se démarquer parce que les candidatures, il y en a une masse énorme. Déjà sur LinkedIn, quand tu vois le nombre de personnes qui candidatent, au bout d'une journée, une centaine de candidatures, c'est très difficile de sortir du lot. Et pour ma part, mon stage, je l'ai trouvé grâce à Welcome to the Jungle. C'est un site, une plateforme qu'une amie m'avait conseillé quand je cherchais mon stage et tout. Et c'est sur ça que j'ai trouvé l'annonce, j'ai candidaté typiquement. Et j'ai fait quelques tests et j'ai pu avoir l'offre d'emploi. Mais autre cela, je dirais, il faut aussi ne pas hésiter à candidater au réseau universitaire. Genre, généralement, les universités et les écoles ont quelques entreprises qui viennent mettre des offres d'emploi, des offres d'annonces directement sur leur plateforme et auxquelles on a accès en premier lieu. Donc, ne pas hésiter à candidater à ces offres. C'est généralement des offres qui ne sont pas... Parfois, les étudiants ne les considèrent pas très intéressants, mais je trouve que si on creuse un peu, il y a matière à faire quelque chose avec ces offres. Et pour l'alternance, c'est typiquement l'entreprise où j'ai eu à faire mon stage. On a eu à discuter et on a voulu continuer avec. Déjà, j'ai voulu continuer avec eux, ils ont voulu continuer avec moi. Et donc, on a décidé de passer en contrat de professionnalisation. Ok. Et aussi, je dirais, la part où Gaoussou l'a mentionné, il faut aussi ne pas hésiter à
à utiliser son réseau. Et les gens ont généralement peur d'aller vers les gens, d'entrer en contact avec les recruteurs ou soit de leur écrire un message sur LinkedIn. C'est ce qui marche le plus souvent, ne pas hésiter à aller écrire un message, genre être respectueux au moins. Tu ne vas pas débarquer avec un message un peu tête en l'air, mais ne pas hésiter à aller vers les recruteurs. Est-ce que vous avez déjà eu à passer des tests psychotechniques? Et si oui, est-ce que vous vous rappelez un peu des questions? Quelle a été votre expérience? Généralement, c'est ce qu'ils utilisent pour faire un premier test. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai passé des tests et je sais pas, en fait, je pense que ça n'a jamais marché pour moi. Dans les grosses boîtes et tout, en fait, en général, quand ils mettent des tests et tout, je candidate. Et du coup, première sélection, je suis, en fait. Et après, j'essaie de passer les tests et après, on me refuse pour le poste. Et le problème est qu'en fait, une fois que tu passes les tests, le résultat est stocké au bout d'un an. Ça veut dire que quand tu candidates, on te refuse directement, en fait. C'est-à-dire, il n'aura même pas, c'est ça le premier tri. Donc, dès que tu candidates, il y a déjà ton résultat, bah, c'est la base de ça, le Rumbo, il te refuse. Alors, pour les questions, je ne me souviens pas trop, mais je ne me souviens pas du tout trop les questions. Mais je pense surtout que c'est en fait la partie anglais qui m'a fait échouer ces tests. Je pense aussi que c'est la même chose que Gauss. Moi, typiquement, je suis quelqu'un qui déteste les tests psychotechniques. Genre, quand je vois ça dans ma tête, je dis déjà, c'est mort. Genre, c'est pas le truc sur lequel j'aime me démarquer. Ouais. Et comme Gauss l'a dit, moi, personnellement, je n'ai jamais fait un test psychotechnique sur lequel on m'a dit j'ai bien réussi et tout. Et c'est souvent les grandes entreprises. Et moi, encore une fois, je déteste c'est pas mon idéal de commencer dans une grande entreprise, hein, une entreprise moyenne, petite, moi ça me va pleinement. Et le genre de test dont je me souviens, c'est un test où tu avais des formes et tout, genre alignées d'une certaine façon et trouver la forme qui faisait tâche ou qui était mal alignée. Genre tu avais 30 secondes ou quelques secondes pour trouver là où il y avait le problème. Et il y avait aussi le test en anglais. Ça, le truc que je trouve un peu décevant avec les tests, c'est là, les tests, tu n'as jamais tes résultats en fait. Ouais. Donc tu sais jamais comment te positionner. Et est-ce que vous avez déjà eu à passer des tests techniques, pratiques? Ouais, moi, durant mes entretiens, j'ai eu à faire des tests, beaucoup de tests techniques, pratiques, des tests techniques, en fait, sous forme de questions sur les cours et tout, et des tests techniques aussi pratiques avec des données et des codages. Et même pour mon alternance, en fait, quand j'ai eu mon alternance, du coup, le premier entretien, ça a duré 1h30, on a discuté et tout. Et après, il y avait un test technique pratique, mais on m'a donné la question sous forme, en fait, orale, en fait. La personne m'a expliqué, vous avez deux bases de données, comment vous faites la jointure. Du coup, c'était un peu dur dans ce sens, en fait, d'expliquer clairement, parce que tu peux oublier au moins un point virgule dans ton code, des trucs comme ça. Et du coup, j'avais fait une très belle présentation, j'ai passé un très bon entretien et tout, et arrivé au niveau du texte technique, comme c'était oral, dès la première question, je suis directement que j'ai foiré. Mais après, en fait, j'ai écrit à la personne pour lui dire, en fait, j'ai déjà une attestation en ça, c'est tout, ça ne valide pas mon niveau. Du coup, je vais avoir des vrais tests. Du coup, la personne a fait un sujet avec les bases de données, m'a envoyé, m'a dit, vous avez 30 minutes. Voilà, pour faire les tests et m'envoyer. La personne était sur place, j'ai fait le codage, même pas 15 minutes, je l'ai donné et bim, on m'a pris. Donc, franchement, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, moi, pour mon cas, j'ai eu à faire des tests techniques. Genre, j'ai déjà vu des tests techniques genre, qu'on envoie. Mais pour le stage ou l'alternance que j'ai eu, je n'ai pas eu à faire de tests techniques en tant que tel. Genre, généralement, ça a toujours, c'est plus à travers l'entretien, ça a toujours matché. Et j'ai jamais eu besoin d'aller faire des tests techniques en tant que tel. J'ai eu l'occasion de voir des tests techniques de certains amis, de certaines relations qui m'ont montré leurs tests techniques et tout. Il y a certains entretiens, j'ai eu à faire des tests techniques, mais ça n'a pas été concluant. Mais pour les offres d'emploi auxquelles j'ai candidaté, ça a été concluant. J'ai jamais eu à faire de tests techniques. Et je dirais, contrairement à Gaussou, moi personnellement, je ne suis pas le genre de personne à faire 1h30 en entretien. Genre, déjà quand ça atteint 1 heure, moi je suis déjà fatigué. Genre, vas-y, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, typiquement, c'est plus dans les 45 minutes et tout.
Et souvent, moi, je pense, quand ça match avec le recruteur ou soit le manager, il ne trouve pas l'utilité ou le besoin de faire un test technique. Donc, généralement, le test technique, moi, je pense que ça sous-entend en partie qu'ils ont un peu de doute, ils veulent l'évaluer. Non, pas forcément. Bon. Parce qu'il y a des entreprises qui font une seule phase, test technique directement. Ah, oui. Bon, moi, je suis jamais tombé sur ce cas. Personnellement, je suis jamais tombé. Ça montre aussi après, on ne postule pas au même type d'entreprise aussi. Et ça montre aussi qu'il y a une certaine hétérogénéité dans les différentes manières de candidater et sur les offres auxquelles vous Et si je peux rajouter quelque chose au niveau des entretiens et tout, en fait, faites-vous confiance quand vous arrivez lors de vos entretiens. Ils savent déjà en fait que vous n'êtes pas parfait, il n'y a personne qui est parfait. Et surtout là, actuellement, dans les domaines que ce soit, moi je connais dans mon domaine qui est data science et tout, on sait que personne ne vend des codes. Les codes, ça existe partout, on ne pas des algorithmes, ce sont des gens qui l'ont fait. Donc, eux-mêmes, ils sont là en fait, ils savent en fait, même pour coder et tout, parfois ils ont besoin des gens, des aides sur Internet et tout. Donc, faites-vous confiance et faut être transparent en fait. Et surtout, en fait, il ne faut pas rester trop dans les techniques et tout. En fait, les recruteurs, ils cherchent vraiment ce côté relationnel. Comment vous vous comportez avec les gens, comment vous êtes et tout. Donc, en fait, essayez de vous comporter bien, soyez sérieux, mais pas trop. En fait, essayez juste de rentrer en contact avec les recruteurs en parlant, voilà. Oui, exactement, juste au milieu et tout. Soyez à l'aise, c'est juste en fait, c'est juste à l'aise, c'est clair en fait. Ok. Et pour vous, comment bien préparer son entretien? Alors là, préparer son entretien, je dirais, moi, ce qu'on m'a dit, c'est genre, si tu veux faire un entretien, genre, on dit souvent improviser, ne s'improvise pas. Genre, tu vas pas aller à un entretien et te dire, je vais improviser totalement, genre. Je dirais, le minimum, le strict minimum, c'est de savoir un peu ce que l'entreprise propose. Genre, tu vas pas aller à l'entretien sans connaître ce que l'entreprise propose. Genre, revoir. On va se dire la vérité. Il y a des offres d'annonces, on candidate. C'est quand on est sélectionné qu'on va lire les offres d'annonces et tout pour savoir ce qu'il y a dedans concrètement, ce quoi l'entreprise fait et tout. Genre, il faut se donner la peine au fait, genre, d'aller faire ses recherches et aussi prendre le temps d'adapter son CV ou soit adapter le discours qu'on va sortir à ce que l'entreprise demande, vraiment être en adéquation, soit peut-être prendre 2 ou 3 projets qui sont un peu dans les offres de mission ou les demandes de l'entreprise et tout. Et bon, typiquement cette année, j'ai appris avec Gaoussou qu'il y avait cette possibilité aussi de sortir avec un PowerPoint. Je pense que je vais le laisser, il va détailler plus cet aspect de la chose. Ouais, et du coup, comme Daniel l'a dit, en fait, souvent, il y en a qui disent, voilà, improviser c'est bien, improviser n'est pas bien. Au début, moi, je peux vous avouer que moi, je ne préparais pas mes entretiens. En fait, parce que je me suis dit, en fait, à chaque fois quand j'improvise, en fait, je sens que c'est naturel, en fait. Du coup, ça va passer, en fait. Mais à un moment donné, en vrai dire, il faut préparer. Parce que là, ça m'arrivait aussi, qu'on me demande, qu'est-ce qui vous a pris dans le poste? Quand tu ne connais pas les postes, tu ne sauras pas dire. Ou soit on te dit, en fait, il y a des questions qui sortent du coup, il faut préparer. En fait, je vous conseille avant même de candidater. Et je sais que c'est dur à un moment donné, en tant qu'étudiant étranger et tout. On veut juste avoir quelque chose. On s'en fout du contenu des missions et tout. Mais chercher vraiment à comprendre, en fait, la fiche du poste, les missions. Et essaye de vous renseigner sur l'entreprise et surtout sur l'équipe. Et essayez aussi de mettre en fait, quand vous lisez la fiche du poste, essayez de prendre, en fait, si vous avez fait un cours ou soit un projet, mettre en liaison, en fait, mettre en liaison le cours que vous avez fait, les projets que vous allez faire. En fait, tout ça, ça va vous aider à vous défendre. Alors moi, là, actuellement, avant, je ne préparais pas mes entretiens, mais là où je suis, je prépare vraiment mes entretiens. Je prends même le temps de faire un PowerPoint, des slides. Du coup, au premier slide, je mets ma photo, l'école, les notes de mon école, et ce que j'ai fait. Et tu sors le PowerPoint à quel moment de l'entretien? Quand on te demande de te présenter? Exactement. Quand on me demande de me présenter, j'ai dit, est-ce que vous me permettez que je vous présente une petite présentation que j'avais faite? Je dis, oui, bien sûr. Après, ça marche de ouf. Franchement, je projette ma présentation et tout. Ça marche, mais ça peut lancer des débats.
Ça, je vous avoue, il faut être préparé. Parce que parfois, en fait, je trouve que en dehors des entretiens des RH, quand vous faites face à des managers ou soit en fait, une personne de l'équipe, la personne n'a vraiment pas qu'on appelle cette notion de comment on passe les entretiens, comment on aborde les questions. Mais vous, en fait, vous pouvez l'aider à travers vos discours, vos arguments, en fait. Du coup, vous pouvez lui donner des idées, des questions. Pour revenir sur ma présentation, moi, je prépare des slides. Du coup, je mets en première position voilà, mon profil. J'écris en gros caractère mon profil. Du coup, profil, c'est juste les petits résumés de mon CV. Du coup, voilà, je suis ça. Après, actuellement, je suis ça, j'ai fait ça, actuellement, je fais ça et je cherche ça. Ça, c'est profil. Après, deuxième partie, j'ai fait quoi? Un projet que j'ai fait qui est en liaison, en fait, en adéquation avec les postes, je mets ça en avant. Alors, quand j'ai lu votre poste, du coup, ça m'a permis de repérer parmi les projets que j'ai fait, en fait, j'ai vu que ces projets, voilà, un peu en liaison avec les postes. Du coup, on a fait ça. Après, voilà, ainsi de suite. Et après, je mets mes attentes et tout. Du coup, parfois, quand tu présentes tout, il ne se peut que tu réponds aux questions que les recruteurs allaient te poser après. Du coup, tu réponds à toutes ces questions avant même qu'ils te posent. Ça peut être l'un des inconvénients. Du coup, après, et l'avantage aussi est que, en fait, quand tu présentes, ça peut lui donner aussi des idées. Par exemple, sur quelque chose, des projets que tu as mentionnés. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces projets? Qu'est-ce que tu as fait et tout? Ça peut l'aider aussi. Mais dans la plupart des temps, à chaque fois quand je finis et tout, ils me disent, c'est vraiment incroyable, on n'a jamais reçu une personne qui fait ça et tout, vous avez réussi à nous marquer. En tout cas, c'est un bon plan et tout. Après, quand je dis oui, bien sûr, je pense que je suis la personne parfaite pour ces postes. Ils me disent, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Avec les tests de codage, tests techniques et tout. Du coup, franchement, je vous conseille de vraiment bien préparer vos entretiens et surtout prendre le temps à connaître en fait la fiche de poste, ce qui vous plaît réellement, parce que ça arrive aussi, on m'a demandé qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste, ce qui vous plaît réellement et surtout n'oubliez pas en fait quand vous voyez quelque chose sur la fiche de poste que vous n'avez pas fait en fait, essayez de mentionner, vous dites alors j'ai vu ça, pour l'instant j'ai pas encore fait ça, mais je peux vous assurer que ça ne serait pas un frein pour moi parce que je suis une personne très motivée et je peux m'adapter et tout très vite et je suis même prêt à faire une petite formation avant le stage. Moi j'essaie à tout prix de convaincre, en fait franchement une seule fois j'ai raté un entretien et je sais pourquoi. Après si tu me donnes l'opportunité j'expliquerai ça, mais tous les entretiens que je passe c'est moi qui peux dire non je ne veux plus. Sinon on ne pas. Parce que j'essaie de me vendre. Vas-y, continue. Le seul entretien que j'ai foiré, c'était en fait, on a fait une heure, ça aussi une heure d'entretien, 1h20 minutes. Avec toutes les questions techniques, j'ai pu répondre, sauf une seule question qui était une question basée sur la probabilité. Du coup, on m'a posé la question. Sauf que moi, en fait, je ne connaissais pas la réponse. Ouais. Du coup, j'ai dit, en fait, on m'a dit, quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas raconter des bêtises. Dis ces places, honnêtement, que tu ne connais pas. Mais ça ne marche pas tout le temps. Du coup, moi, j'ai dit, je ne connais pas, en fait, franchement, je ne vous mens pas, je ne connais pas la réponse. Mais je peux vous assurer que si c'est ça que vous faites dans l'entreprise, je suis même prêt à faire une petite formation là-dessus avant que je commence mes missions chez vous et tout. Après, ils ont dit, ok, ils ont continué avec les questions et tout. Après, ils étaient dit, l'autre m'a dit, en fait, franchement, vous avez réussi à nous convaincre et tout. Je peux vous assurer qu'on vous a mis en premier plan. On vous répond dans 2 jours. Sauf qu'il y avait les managers à côté. Les managers, ils ont coupé les micros. Ce qu'ils ont dit, je n'ai pas entendu. Après, l'autre, il est sorti, je suis resté avec les managers. Les managers, il m'a demandé, posé quelques questions et tout. Après, les managers, il m'a dit, vous êtes sûr que vous ne voulez pas répondre à la question sur la probabilité? J'ai répété encore, je dis, je ne connais pas la réponse, mais je peux vous assurer que ça ne serait pas un frein pour moi. Du coup, il m'a dit sur place que alors vous ne serez pas retenu par rapport aux autres candidats par rapport à ces postes. Au début, ça m'a fait mal parce que j'avais trop préparé mon entretien, j'étais convaincu que ça allait et tout. Du coup, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, en tout cas, merci, c'était un plaisir pour moi. Mais je suis parti avec ça, en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je voulais savoir et tout. Je me suis renseigné, j'y suis rentré en contact avec toute son équipe. Du coup, il y a une personne qui m'a dit comme quoi, le fait qu'il m'a donné l'opportunité de répondre à la question. La plupart des candidats qui sont passés, ils essaient quand même. La plupart des réponses, c'est 0,51 sur 2. Tu vois? Le fait que moi, je n'ai même pas essayé ça.
C'est ça qui lui a énervé, en fait. Du coup, il a refusé à ma candidature. Même lui, oui, même lui, ça lui a fait mal le fait qu'il m'a refusé parce qu'il a vu que j'étais très motivé. Ouais. Et du coup, je vous conseille, en fait, c'est vrai, on nous dit de ne pas raconter des bêtises, mais essayez aussi de vous défendre un peu. Peut-être, ouais. Et on va basculer sur une toute autre question. Je vais passer la parole à Daniel. Comment Oui, tu as fait pour trouver ta voie et comment tu as fait pour rester motivé pendant tes études? Alors, pour trouver ma voie, je dirais, c'est parti de la terminale et tout, avec un prof. Genre, il nous a parlé vite fait de la statistique et tout. Bon, au départ, je pensais faire un truc dans la médecine et tout. Et après, je me suis lancé en mathématiques, économétrie. J'ai vu que, vas-y, genre, il y avait vraiment, j'aimais vraiment cette partie programmation sur Python, genre, vraiment programmer. Vous en faisiez déjà au collège? Non, genre, en licence, Ah, ok. Et donc, genre, j'aimais vraiment cet aspect programmation et tout. Et, genre, vas-y, moi, je préfère plus être dans une science juste. Genre, un truc quand tu fais et tout, tu es sûr de ce que tu fais à peu près, que dans un truc où tu es parfois dans l'incertitude. Et je trouve que les mathématiques, c'est les trucs où soit c'est vrai, soit c'est faux. Genre, il n'y a pas de entre deux. Soit tu fais bien, soit tu fais mal. Et donc, je préfère plus ça que être dans un truc qui est aléatoire ou théorique. Et je me suis orienté dedans. Après, je dirais c'est les gens que j'ai connus dans ce domaine qui m'ont en partie motivé parce que, au final, je me suis rendu compte que les gens qui étaient dans ce domaine et moi, ce sont des gens avec qui ça matchait très bien en fait. Genre, même s'il y avait parfois des accrochages, on se disputait sur des sujets et tout. En globalité, ce sont des personnes qui ont à peu près la même conception de la vie, la même conception des choses que moi et tout. Genre, le même intérêt. Au final, dès le moment où ça a commencé à accrocher, ça motive plus au fait à aller plus loin et à pousser plus. Ok. Et comment tu as fait pour rester motivé pendant tes études du coup? Pour être tout à fait honnête, il y a en partie la rémunération. Ok. Il y a en partie cet aspect rémunératif. Genre, à la fin, tu te dis, ouais, tu fais un truc qui est très bien payé à la fin. Hein. Genre, à la fin, quand tu vas sortir, ça va rentabiliser. Hein. Mais il y a aussi le fait que quand tu fais un truc que tu aimes, genre, peu importe les difficultés, genre, tu t'efforces à rester motivé et aussi en côtoyant les autres, en fait. Genre, je trouve aussi dans notre domaine, il y a tellement d'innovations, tellement de choses qui changent et tout. Il y a tellement de choses à découvrir. Donc, d'une part, je dirais aussi, en côtoyant Gaoussou, par exemple, sur un projet sur lequel on a travaillé, on a vu qu'il y a j'ai une manière de voir les choses et il a aussi une manière de voir les choses. Et donc, genre, ça permet parfois de se disputer, d'engager la conversation, de se prendre la tête. Mais genre, tu découvres une nouvelle chose de cette genre. C'est comme si au final, tu as pas assez. Apprends tous les jours. Ouais, tu as pas cette possibilité de te dire, bon, aujourd'hui, j'ai appris au maximum et tout. Mais chaque fois, il y a de l'innovation, il y a de la mise à jour, il y a des choses qui arrivent sur le marché et tout. Ou soit, il y a un certain aspect de la chose que tu ne vois pas, par exemple, à travers les données. Il y a quelqu'un qui peut voir l'analyse d'une certaine manière. Toi, tu peux voir l'analyse d'une certaine manière. Donc, il y a une multitude de possibilités. Oui, je vois. Et toi, du coup, oui, comment tu as fait pour trouver ta voie? Et du coup, moi, il faut savoir que j'avais déjà plein de projets professionnels au début. Quand j'ai quitté au Mali, j'avais en tête d'étudier le commerce international. Après, être expert comptable aussi. Et du coup, quand je suis arrivé et en deuxième année de licence, j'ai découvert qu'il y a un métier qui s'appelle data science et tout. J'ai commencé à me renseigner tout le temps. Notre prof de maths nous parlait de ça et tout. Et j'ai commencé à faire des recherches et tout. J'ai vu, en tout cas ça, c'est un métier de l'avenir. En fait, j'ai vu en fait, que tous les métiers sont mélangés par ce seul métier, en fait, qui est de la data science. Imaginez, nous, on est là aujourd'hui, on fait face à une caméra. C'est de l'intelligence artificielle, en fait, qui sert à publier des vidéos. On regarde des systèmes de recommandation, des robots. En fait, j'ai analysé tout ça. Je me suis dit, ça, je ne connais pas. Mais je sais que c'est un métier de l'avenir. En fait, je sais que tout le monde, en fait, on sera tous obligés un jour à se spécialiser dans ce domaine. Ok, je change de plan. Du coup, j'ai reconstitué mon projet. J'ai dit, moi, je vais faire de la statistique data. Ok. Après ça, même connaître que c'est bien payé et tout, voilà, j'ai changé mon projet. C'est là qu'après, ils ont sélectionné les meilleurs. On nous a mis dans un parcours qui s'appelle
économie et traitement de l'information. Alors, du coup, c'est comme ça que j'ai débarqué en data science et je pense que tout le monde doit avoir une spécialisation dans ces domaines. Franchement, même tous les métiers se transforment aujourd'hui en data. Donc, du coup, voilà, n'hésitez même pas en fait, n'hésitez même pas. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je pense que dans tous les domaines, il y aura une partie de la data. Ok. Et comment j'ai fait pour rester motivé? Pour rester motivé. Alors, tout d'abord, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité et puis de chaque personne. Moi, comment j'ai fait pour rester motivé? Déjà, je sais que tout ce que je fais pour moi, pas pour personne. Je fais pour moi, j'étudie pour moi. Et si je gagne aujourd'hui, je gagne pour moi. Ça, c'est un. De deux, je sais que je ne suis pas chez moi. J'ai quitté, en fait, mon pays qui est le Mali pour venir étudier ici. Du coup, je sais pourquoi je suis ici. D. Et toi, je sais, en fait, quand j'étudie pas, on va me refouler chez moi. C'est sûr, en fait, ou soit tu restes sans papier, ou soit tu rentres chez toi. Et je sais aussi qu'il y a une famille qui compte sur moi. J'ai mes parents à la maison, en fait, je sais dans quelle situation ils sont, et je sais que j'ai des petits frères. Tout le monde sont là, ils ont tous les yeux. Tu es l'aîné? Voilà, oui, je suis l'aîné surtout. Ah, tout le monde me regarde. Donc, avec toutes ces sources de motivation, moi, je lâche rien en fait. Je dis, vas-y, à fond, fond. Et ça marche, franchement, ça marche. Et restez juste motivé. Il faut savoir pourquoi vous êtes là. Pensez à la maison et pensez à votre avenir parce que la France, c'est vague. Hein. Quand tu viens ici, il y a plusieurs chemins. Quand tu décides d'être délinquant, tu seras en fait. Quand tu décides d'être bosseur, tu seras en fait. Et quand tu décides, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu prends un chemin, Dieu va t'aider dans ce chemin. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous avez un dernier mot? Alors, mon dernier mot, ça serait d'être, voilà, mon dernier mot, c'est tout ce que je viens de dire. Restez motivé. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur d'être étudiant, surtout étranger, dans un pays étranger qui est pas le nôtre. Mais restez motivé. Voilà, restez motivé et surtout le tout début, quand vous venez d'arriver, il y en a qui disent que quand tu as un job étudiant, ça peut empêcher certaines personnes d'étudier et tout. Moi, c'était tout à fait le contraire. C'est plutôt qui m'a motivé vraiment à bien me concentrer parce que je savais que j'ai un job étudiant et je savais que j'ai pas assez de temps pour réviser, donc je me forçais à réviser. Du coup, voilà. Et surtout, ne ciblez pas des jobs qui prennent beaucoup de temps. Oui, où vous dites, ah, moi je fais pas ça, moi je fais pas ça. Moi, j'ai commencé par la plonge et aujourd'hui, je suis alternant à la Société Générale dans mon bureau devant. En fait, franchement, je vous parle sérieusement, il faut pas. J'étais plongeur, je lavais des assiettes. Après, j'ai fait 3 ans dans ça. En fait, après, je suis devenu cuistot et serveur et tout. Mais aujourd'hui, je suis à la Société Générale. J'ai une souris avec des écrans à la défense, avec une belle vue. Donc, n'hésitez pas, franchement, soyez motivés et pensez à vos avenirs et tout, et ça va aller. Okay. Et toi, Daniel? Bon, moi, je suis pas alternant à la Société Générale. Alors, pour moi, mais tu es quand même alternant. Je suis quand même alternant, mais pour moi, je dirais, là, n'ayez pas peur de faire des trucs et d'échouer, au fait. Genre, prenez la peine d'essayer, même si ça marche pas. Genre, l'échec, c'est pas une fin en soi, c'est une manière d'apprendre. Et généralement, quand vous faites d'autres entretiens et que cela ne marche pas, vous avez des refus. Prenez la peine de leur écrire un mail, c'est bien et tout. Genre, je vais aimer discuter avec vous et tout. Genre, s'il peut vous faire des remarques sur ce que vous avez pas, ce que vous avez moins réussi et tout. Genre, ne laissez pas l'échec mettre la fin totale genre, à votre parcours. Mais il y aura des fois où vous allez réussir. Il y aura plein de fois où vous allez échouer. Vous allez faire de la merde en entreprise, genre rater des trucs, rater des projets et tout. Mais ne laissez pas ça vous abattre. Si vous êtes à ce niveau-là, c'est que vous avez les compétences, vous avez votre place, vous le méritez. Ne laissez pas l'échec vous faire peur de faire du n'importe quoi ou soit de passer à côté de belles opportunités. Et n'hésitez pas à essayer, au fait, même si ça va vous faire, peut-être, vous avez peur d'échouer, mais genre, essayez quand même, prenez la peine d'essayer, que la peur ne vous freine pas. Je compte rajouter des choses. Oui. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est voilà, vous étudiez pour vous n'étudiez pour personne. Donc,
Ne vous dites pas, en fait, quand je viens pas au cours, j'aurai des absences, j'aurai des pénalités et tout. Vous venez au cours pour vous-même, pas pour les autres. Essayez de faire des petits projets à côté qui va vous remonter en compétences. Essayez de vous mettre toujours en avance par rapport aux autres. C'est ce qui me différencie des autres. Moi, je me mets toujours en avance. Du coup, et je déteste quand on me demande un truc et que je n'ai pas la réponse et que je sais que je devais connaître la réponse de la chose. Donc, essaye toujours en fait de chercher, faire des petites recherches. Même les métiers qui n'ont rien à voir avec vos métiers, c'est comme la data science. Nous, on n'a pas une spécialisation particulière. On peut travailler dans tous les domaines, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la santé, dans les domaines, même dans un petit, dans les banques, dans les assurances. Donc, vraiment apprendre en fait, apprendre dans tous les domaines. Essaye vraiment d'avoir un peu de maîtrise partout. Et aussi, un dernier conseil, la vie ne se résume pas à l'école. C'est la seule chose qui m'a manqué. Moi, je vous raconte tout ça, mais j'ai un peu de regrets parce que je vois que j'ai pas assez profité de ma jeunesse. En fait, j'ai été toujours le gars qui reste à l'école longtemps. Je reste à la bibliothèque jusqu'à 23h. Je suis toujours dans mon coin et tout. Du coup, ça arrive souvent quand je suis avec mes amis, quand on parle et tout, j'ai pas mes mots à dire. En dehors, en fait, si ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec l'école, moi, j'ai pas mes mots à dire. Donc, la vie ne se résume pas à l'école. Soyez sérieux, mais aussi essayez de vous amuser, regardez des séries, sortez, allez au cinéma. Mais dès que vous rentrez, essayez vraiment de vous concentrer en fait et savoir pourquoi vous êtes là. Je vais remercier mes deux invités de s'être prêtés au jeu. C'était vraiment très instructif. J'ai aimé faire la vidéo avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.